Écoutez, je vais appeler donc pour cette table ronde Sofia Benkassem, qui est ingénieure chargée d'affaires à APL Data Centers dans la business unit numérique responsable et également membre de Negawatt. Michel Combeau, qui est directeur général de la Fédération française des télécoms. Aurélien Deragne, qui est coprésident de la Fresque du numérique. Et Hugues Ferbeuf, qui est au Chief Project, chef de projet Lean ICT. Comme vous voulez. Alors, pour cette première table ronde, nous allons parler des outils et des méthodologies d'évaluation de l'impact environnemental des technologies numériques et de la fibre en particulier, des données dont on dispose et des constats que l'on peut faire un peu une distinction entre l'impact au niveau de la fabrication, au niveau des déploiements, au niveau des usages, et puis également comprendre les effets qu'ont les choix de politique publique. On a tous, à peu près ici, été, ces 10 dernières années, portés par le plan France Très Haut Débit, par le New Deal mobile. Donc il y a peut-être des réflexions à avoir autour de ça, et voir quels sont les constats sur les impacts, savoir si ces constats ont permis de sensibiliser les acteurs et utilisateurs du numérique. Alors je rappelle à tous les participants que, présentiel ou à distance, que vous pouvez poser des questions sur Slido. Voilà, vous devez avoir des petites feuilles qui vous donnent les codes d'accès. Et je vais tout de suite vous donner la parole, d'abord peut-être pour vous présenter en quelques mots, expliquer tout le monde ce que vous faites. Sophia, je te laisse commencer. Ça marche, là. Donc, bonjour à tous, Sofia Benkassem, je travaille au sein du département numérique responsable chez APL Data Center. APL Data Center accompagne les entreprises du secteur privé ou public dans la conception, la construction et l'exploitation de centres de données. Et sur chaque étape, le département accompagne sur la prise en compte des impacts environnementaux, donc de l'éco-conception à la gestion de chantiers durables et à l'exploitation durable du data center. On travaille également donc, avec des opérateurs privés et publics et avec des opérateurs de télécommunications, notamment dans le déploiement de ce qu'on appelle les Edge Data Centers. Merci Michel. Bonjour, merci Michel Combeau, donc, directeur général de la Fédération française des télécoms. Donc on va représenter les opérateurs et bien entendu le sujet de la fibre optique en particulier, l'environnement de manière plus générale est un vrai enjeu pour notre secteur et en tout cas très heureux de pouvoir échanger sur cet enjeu fondamental pour le secteur des télécoms et plus généralement du numérique. Merci. Merci beaucoup. Aurélien. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation déjà. Moi je suis Aurélien Deragne, donc je suis le co-créateur de la Fresque du numérique, mais j'ai pas fait ça toute ma vie. Avant ça j'ai passé 20 ans dans l'automobile, dans l'industrie automobile et notamment à l'IT. Et puis, j'ai démissionné il y a 4 ans pour donner plus de sens à mes activités. En 2019, je suis devenu animateur d'un atelier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Fresque du climat. Et puis, en parallèle, je me suis aussi formé aux impacts environnementaux du numérique avec Frédéric Bordage. Et en 2019, avec Yvain Mouneux, donc quelqu'un qui a à peu près le même profil que moi, animateur de la Fresque du climat et aussi sensibilisé aux sujets liés au numérique, et on a co-créé la Fresque du numérique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que la Fresque du numérique ? C'est un atelier participatif, en fait, qui permet en très peu de temps de comprendre très bien ces sujets, donc les sujets des impacts environnementaux du numérique. Comment ça se passe ? On forme des équipes de quelques participants et en fait, en discutant entre eux, ils vont chercher à organiser des cartes, des petites cartes. J'en ai sur moi d'ailleurs, des petites cartes qui ressemblent à des cartes postales. Et en cherchant à organiser ces cartes, quelque part, ils s'approprient les infos scientifiques qu'on a mis dedans.
Et donc ça leur permet de lire les rapports quelque part du Shift, des infos du CNRS avec qui on a bossé, de Green IT, de l'ADEME, etc., dans un format ludique. Et puis on ne s'arrête pas à la compréhension des impacts, on les fait aussi réfléchir, débattre sur des actions, parce qu'il y a des cartes actions dans l'atelier. Et donc le but c'est aussi de les mettre en action, de les mettre en mouvement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et Hugues Ferbeuf, donc, pour le Shift Project. Là, ça marche. Voilà. Oui, donc Ferbeuf, j'ai passé une trentaine d'années dans le numérique, en travaillant pour des opérateurs de télécom, des équipementiers, des SS2I, des sociétés de conseil. Mais depuis 6 ans maintenant, je partage mon temps entre l'activité au sein du Shift Project, dont je vais dire un mot prolongé dans quelques secondes, et une activité de conseil de direction, où je conseille des entreprises privées ou publiques sur le pilotage des transformations. Alors, revenons au Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank. C'est aussi une association, loi 1901, qui existe depuis 2010 et dont la vocation, c'est de faciliter et d'accélérer la transition vers une économie post-carbone. Et la façon dont on essaye de s'y prendre, c'est en général en 2 étapes. C'est de s'intéresser à un secteur et de comprendre comment le problème que je viens de définir se pose au sein de ce secteur, et d'identifier non seulement le problème, mais les solutions. Et puis ensuite, une fois qu'on a rassemblé nos idées, on publie un rapport et on va ensuite l'expliquer orbi et torbi, ou presque, c'est bientôt Pâques. Et en ce qui concerne le numérique, donc on a commencé à s'y intéresser en 2017, et donc depuis lors, ça a donné lieu à 4 rapports. Je dirais que ça a aussi participé à la prise de conscience du sujet en France, et au fait qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est devenu un sujet à la fois opérationnel, législatif, réglementaire, voire, rêvons, politique. D'accord, bah merci beaucoup. Je vous propose, pour commencer à poser les choses et sur cette table ronde, et ça servira ensuite pour également la table ronde suivante, de nous expliquer quels sont les outils, les données et les méthodologies que l'on peut mettre en œuvre pour mesurer l'impact du numérique sur l'environnement, et en même temps que ces outils, voir comment on peut assurer la confiance dans les résultats qui sont obtenus, puisqu'on a des approches qui sont diverses. On a vu dans le rapport de l'ARCEP hier qu'il parlait de déficit d'harmonisation des méthodologies. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on en est de ce point de vue-là? Sophia, je te laisse commencer. Effectivement, donc comme ça a été souligné, l'impact environnemental du numérique est de plus en plus présent donc, dans la réglementation, on en parle dans l'écosystème et est pris en compte par les acteurs du numérique. Pour pouvoir agir sur cet impact du numérique, il faut toujours commencer par l'évaluation et la mesure, effectivement. Pour cela, on se base sur ce que vous aviez dit, de la méthodologie, des données disponibles et des outils. Et pour rapidement parler de la méthodologie, APL travaille principalement sur un périmètre data center, mais a aussi contribué à la rédaction d'études sur l'évaluation de l'impact du numérique en France pour l'ADEME ARCEP et en Europe pour Europe Écologie des Verts. Et lorsqu'on a réalisé cette étude, on s'est basé sur les normes et standards internationaux et nationaux connus. Donc je parle de l'ISO 14040, l'ISO 14044, les normes de l'ITU aussi, spécifiques au secteur des télécommunications. Et on s'est aussi basé sur les référentiels de l'ADEME, qui se fondent sur des référentiels européens, afin de définir méthodologiquement sur l'inventaire du cycle de vie, sur la collecte des données, sur la modélisation du périmètre étudié, l'impact environnemental. D'accord, merci. Michel, du point de vue de la FFT, est-ce que vous avez une vision là-dessus? Comment travaillent les opérateurs sur ces sujets? Je dirais déjà les opérateurs se basent beaucoup sur des études qui sont publiques, hein. On le fait, et
pas propre à l'environnement, c'est un élément général, hein, pour tout ce qui est la mesure là de l'environnement ou peut passer sur ce projet. L'important, c'est d'avoir c'est d'avoir en fait je dirais des études qui soient le plus indépendantes possible et le plus fiables possible. C'est vrai que pour nous, l'enjeu d'avoir une base de référence pour après, parce que la mesure est importante, elle permet à la fois de comprendre, de poser un diagnostic, mais surtout de mesurer une évolution. Et donc le fait d'avoir, et en tout cas nous je pense que l'exercice qu'a fait l'ARCEP, y compris au travers du travail de son comité d'experts, pour dire effectivement avantages, inconvénients de différents types d'études, est très important parce que ça doit nous permettre de progresser. L'importance de la mesure est essentielle parce que ça permet effectivement d'avoir d'une part une base commune sur laquelle bâtir en fait des programmes et je dirais des actions. Et c'est vrai que nous, notre principal enjeu, c'est d'une part d'avoir cette référence commune qui soit basée effectivement sur des normes et des données qui soient à la fois réplicables et vérifiables. Le vrai enjeu pour nous aussi, c'est de disposer de ces données, hein, notamment lorsqu'on travaille par exemple sur tous nos jeux d'équipement, c'est de pouvoir faire remonter toutes les données équipementiers pour pouvoir les intégrer. Ça, c'est vraiment un travail qui est un travail qui est encore important, qui est assez parfois imparfait. On l'a vu nous lorsqu'on a travaillé avec l'ADEME on en parlait tout à l'heure. Enfin, quand on a travaillé avec l'ADEME, par exemple, sur l'indicateur qu'on a mis en place, hein, sur nos espaces abonnés, hein, sur l'équivalence entre gigas consommés et CO2, on a eu énormément de problèmes pour récupérer un ensemble de données. Donc ça, c'est effectivement le vrai enjeu sur lequel doit avoir aussi une recherche y compris indépendante. Hein. C'est pour être crédible, il faut que ce soit une recherche indépendante, mais qui soit harmonisée. Ça, c'est le vrai sujet. Notre deuxième point aussi, lorsqu'on parle de projection, c'est d'arriver à avoir des projections qui se basent sur des scénarios fiables. On avait eu, pas sur le sujet environnement, mais il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, sur le sujet par exemple de la 5G, les gens prédisaient par exemple qu'en quelques années, on triplerait le nombre d'antennes. Donc on a dit, enfin, quitte à faire effectivement des perspectives d'évolution, autant le faire avec des scénarios qui soient vérifiables, qui soient aussi, je dirais, fait l'objet un petit peu de consultation pour s'assurer que ce que l'on mesure, en tout cas y compris à l'avenir, se base sur des données fiables. Là aussi, je pense qu'on a encore un travail collectif et d'échange d'informations à faire pour s'assurer que lorsqu'on projette le numérique et son impact d'environnement à venir, on le fasse sur des scénarios qui soient le plus crédibles possible, le plus proche de la réalité, pas celle d'une vérité parfois un peu fantasmée, mais sur celle, effectivement, on le rappelle, on est des acteurs économiques, on ne déploie pas pour déployer, on déploie aussi parce qu'il y a un modèle économique. Donc c'est vrai que là encore, on voit en tout cas que le sujet de la mesure et des données, des indicateurs est un vrai sujet. Je pense le travail qu'ont fait l'ARCEP et l'ADEME peut être critiquable, et d'ailleurs il a été effectivement même critiqué par le propre comité d'experts de l'ARCEP, mais c'est un vrai travail de fond qu'on doit améliorer, sur lequel on doit arriver en tout cas à une vision commune. Sans cette vision commune, on aura du mal à bâtir des vrais scénarios, à la fois d'impact, mais aussi, je dirais, de remédiation. Et pour nous, c'est le plus important. Le jour où on doit dire, ben voilà, voici nos engagements et voici comment on les mesure, chacun doit avoir le même thermomètre, sinon on n'y arrivera pas. Donc pour nous, c'est vraiment en tout cas un enjeu qui est crucial. D'accord, merci. Et alors, Hugues, tu me disais que le Sheet Project a déjà fait 4 rapports sur la question, donc vous devez vous avez en tout cas un historique sur ce sujet et sur les méthodologies. Oui, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que même si c'est loin d'être parfait, aujourd'hui, on dispose quand même de beaucoup plus de données fiables en 2023 qu'on en disposait en 2017. Ça, c'est le premier point. Donc, on a quand même progressé. Mais si on a progressé, c'est comme d'habitude parce qu'on s'est intéressé au sujet et parce que, par exemple, à force que les équipementiers soient sollicités par les clients pour qu'ils fournissent enfin des données sur leurs équipements, bah, in fine, ils finissent par le faire. Pas tous, mais quand même de plus en plus. Bon. Ça, c'est un premier point. Donc, j'irais dans le domaine de la mesure pour ce qui est de faire un bilan carbone du numérique. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas parfait, mais enfin, aujourd'hui, on dispose probablement de 80 à 90% des données dont on a besoin. Après, bah, il faut appliquer la méthodologie bilan carbone, que ce soit le GHG protocole international ou le bilan carbone ADEME en France. Et voilà, c'est pas forcément simple, mais on sait ce qui est à faire.
Le troisième point, c'est que on dispose maintenant quand même de mesures. Du fait que l'ARCEP a été maintenant investie d'une mission sur la dimension environnementale dans son activité de régulation, elle a commencé à faire des enquêtes annuelles. Donc la première a été publiée l'an dernier, la deuxième va être publiée dans quelques jours, je pense, et la troisième va être publiée, j'ai appris ça hier, en décembre. Et à chaque fois, on va voir à la fois un périmètre du numérique qui s'élargit de plus en plus. Donc on va raisonner non plus seulement sur des modèles, mais on va raisonner également sur des constatés, ce qui va permettre d'affermir les modèles. Et quatrièmement, et je finis par là, ce qui reste compliqué à faire, c'est évidemment de prévoir l'avenir. Donc, mais ça, c'est pas spécifique au numérique. Il y a une difficulté supplémentaire au numérique, c'est que le rythme en fait de la croissance et de l'innovation est tel que, par exemple, il est très compliqué aujourd'hui de dire quels seront les terminaux qui existeront en 2028. Personne ne le sait. Et donc, pourquoi je prends cet exemple? Parce que aujourd'hui en France, 80% de l'empreinte carbone du numérique, ce sont les terminaux. Et donc, on peut faire des hypothèses sur que vont devenir les terminaux d'aujourd'hui. C'est un peu ce qui a été fait dans l'étude ADEME-ARCEP. Par contre, et ça n'a pas été fait dans l'ADEME-ARCEP, mais parce qu'il y a une bonne raison, on n'est pas capable d'identifier avec précision quels seront les terminaux qui existeront en 2028 et qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une difficulté consubstantielle et qu'il faut essayer de résoudre avec des approches sans doute plus macro et plus top-down. Voilà. D'accord, merci. Et alors, maintenant qu'on voit un peu quels sont les outils dont on dispose, au niveau des constats sur les impacts, comment est-ce qu'ils se décomposent, sachant que souvent, en parlant d'impact environnemental, on pense à l'impact carbone, mais on a vu dans l'étude ADEME-ARCEP qu'on parle aussi des impacts sur les terres rares, par exemple. Alors, donc, les types d'impacts et par segment, suivant qu'on est à la fabrication, à l'usage, recyclage des déchets, et qu'on est sur les équipements, les réseaux, les data centers. Et ensuite, est-ce que, vu qu'on est au Credo qui s'intéresse plus particulièrement à la fibre, est-ce que, d'après ce que vous avez pu voir, les réseaux fibres permettent d'envisager une réduction de ces impacts? Ok. Effectivement, sur les répartitions des impacts, si on raisonne par rapport aux 3 tiers, donc data center, réseau et terminaux, sur l'indicateur carbone, on est à peu près effectivement à 76% de l'impact qui est dû aux terminaux, sur tout l'ensemble des étapes du cycle de vie, 16% liés alors je confonds toujours, 16% liés au data center et 6% seulement, entre guillemets, liés au réseau. Mais là, on n'est que sur une approche carbone. Si on regarde d'autres indicateurs, c'est d'autres ratios, mais on est plus ou moins à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que finalement, on peut se dire, le réseau, c'est pas ce qui a le plus d'impact dans le service numérique. Et pour autant, c'est les acteurs de télécommunications qui se sont vus imposer les premiers une obligation justement d'évaluer l'impact environnemental et de faire de l'affichage environnemental, notamment pour les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, ils ont l'obligation depuis le 1er janvier 2024 normalement, mais ça a été reporté pour des soucis de méthodologie au 1er janvier 2025, d'afficher l'impact environnemental des données consommées par leurs abonnés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la méthodologie qui a été validée donc avec les opérateurs de télécommunications et les équipementiers, c'est d'avoir cette approche multicritère, donc ne plus raisonner que bilan carbone, mais intégrer 5 indicateurs obligatoires. Donc on parle d'acidification des sols, de radiation ionisante, d'émissions de particules fines. De mémoire, l'indicateur eau n'a pas été retenu car on manque encore un peu de données, justement, on parlait de la disponibilité des données. On manque de données justement sur les phases de fabrication, utilisation des équipements et de l'impact sur l'eau. Mais on commence déjà à avoir du coup une empreinte environnementale des réseaux et non pas qu'une empreinte carbone. Et puis pour ce qui est de l'impact réseau, juste un petit mot sur la répartition fixe et mobile. Donc dans le cadre de l'étude ADEME-ARCEP, il a été retenu que
Donc sur les 6% de l'impact sur les réseaux, 56% étaient dus au fixe et 44% du coup au mobile. Il n'y a pas une grande différence. On constate finalement que sur le plan environnemental, l'impact du réseau est moins important l'impact des réseaux fixes a plus d'impact en phase d'utilisation, et moins d'impact sur la phase équipement, puisque finalement les impacts liés à la fabrication des équipements mobiles est plus impactant que la fabrication des impacts des équipements fixes, Et c'est à peu près tout sur. D'accord. Aurélien, est-ce qu'au niveau de la fresque du climat, vous reprenez les mêmes... Fresque du numérique. Pardon. Ouais, mais justement, du coup, parce que moi, je voulais marteler qu'il n'y a pas qu'un impact carbone, et le carbone et le climat, c'est clairement super important, mais c'est bien d'avoir conscience qu'il y a plusieurs sujets. Donc, il y a les différents indicateurs que tu as cités, multicritères, mais il y a une autre vision qui revient à peu près au même, qui s'appelle les limites planétaires. Voilà, et en fait, le numérique touche de différentes manières plusieurs limites planétaires. Donc il y a le climat, effectivement. Là, on s'est exprimé en pourcentage au sein de l'impact du numérique. Effectivement, en France, le gros du sujet, c'est les terminaux. Mais il faut savoir qu'en France, le numérique, c'est 2 à 3% de l'impact carbone de la société, on va dire. Et au niveau mondial, c'est 3 à 4%. Au niveau mondial, la proportion c'est aussi les terminaux qui sont prépondérants, mais dans une proportion un petit peu plus faible, de l'ordre de 2/3, ce qui est quand même pas mal, parce que l'électricité est plus carbonée qu'en France, au total dans le monde. Donc, en proportion, le poids des réseaux est plus important dans le monde qu'en France, en l'occurrence. Donc ça, c'est pour le carbone, on va dire, mais donc il y a vraiment d'autres aspects. Donc il y a effectivement un sujet de ressources naturelles. Tu citais métaux rares ou terres rares, mais il n'y a vraiment pas que ça en réalité. C'est un petit sujet à l'intérieur du sujet des ressources naturelles, parce qu'il faut beaucoup de ressources naturelles pour fabriquer les objets numériques. Donc il y a une notion pour représenter ça qui s'appelle le sac à dos écologique, qui correspond à tout ce qu'on doit rassembler pour obtenir la fabrication. Donc tous les minerais par exemple, et les chiffres un peu incroyables, c'est que pour fabriquer un téléphone de 200 grammes, mettons, le sac à dos il est de 200 kilos. Pour un ordi de 2 kilos, le sac à dos il est de 800 kilos. Donc c'est toutes les ressources naturelles qu'on a dû rassembler. Et ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire beaucoup d'activités minières en fait, qui a elles-mêmes beaucoup d'impact. Donc clairement, le numérique n'est pas dématérialisé, contrairement à ce qu'on dit très facilement, où le numérique n'est pas du tout immatériel. Donc ça, c'est vraiment pour le sujet ressources, et ça s'accompagne en fait d'un sujet sur l'eau que tu as cité, parce que pour l'activité minière notamment, on a besoin de beaucoup d'eau, on souffle beaucoup d'eau. Et c'est pas fini, il y a d'autres limites planétaires aussi. Il y a un gros sujet de pollution locale qu'on retrouve à différentes étapes du cycle de vie, mais beaucoup sur la partie fin de vie. Sur la partie fin de vie, on a tendance à croire que tout est recyclé et qu'on refait des objets avec nos déchets. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas, et notamment pas du tout le cas dans le numérique. Le chiffre choc, c'est qu'au niveau mondial, il y a, d'après l'ONU, 60 à 90% des déchets électroniques qui sont exportés illégalement et qui finissent n'importe comment dans des décharges à ciel ouvert. Okay ? En Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et donc, à la clé, évidemment, c'est beaucoup de pollution locale. Et puis, ça contribue à la destruction de la biodiversité, donc d'autres limites planétaires, en plus du climat, où l'impact est bien réel aussi. Quoi. Très bien, merci. Hugues, une vision complémentaire, différente ? Oui, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, si on s'amuse à comparer en fait la masse de matériaux qu'il faut pour produire 1 kilo de smartphone et qu'on la compare à la masse de matériaux qu'il faut pour produire 1 kilo de voiture. On s'aperçoit que dans le cas du smartphone, le ratio il est 80 fois plus élevé que dans le cas de la voiture. Alors certes, le smartphone il est beaucoup plus léger, mais enfin, ça a 2 ordres de grandeur de différence, ça finit par peser. En fait, moi je voudrais surtout parler d'un critère environnemental qui n'en est pas un, c'est l'électricité. Alors pourquoi ? Il y a deux étapes dans le raisonnement. La première, c'est que le numérique, dans le monde, en France, ça consomme déjà une grosse partie d'électricité, environ 10%, entre 9 et 10%. Que la tendance fait que
au moins dans le monde, ça pourrait être, si tout se passe comme aujourd'hui, de l'ordre de 15% au moins en 2030. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, quand on regarde les scénarios net zéro et en fait, comment on doit s'y prendre pour réduire globalement les émissions annuelles de gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'on arrive à le faire suffisamment vite que si en même temps on arrive à maîtriser notre consommation d'énergie. Globalement, ça veut dire qu'en 2030, dans le monde, on devra consommer 8% d'énergie de moins qu'en 2020, et dans les pays développés, ça sera 15%. Donc, ça veut dire qu'il faut, il faut avoir en tête que l'énergie est devenue une ressource rare et qu'il va falloir l'économiser. Or, donc on voit bien que pour l'instant, malgré tous les gains d'efficacité énergétique qu'on fait, la consommation d'électricité du numérique augmente. Et ça se double du fait que les grands acteurs, les acteurs dominants, on va dire, du numérique, notamment les plateformes, les GAFAM, eh bien aujourd'hui sont ceux, parmi toutes les entreprises du monde, qui s'approvisionnent le plus, je dirais, en électricité décarbonée, entre guillemets, décarbonée. C'est-à-dire concrètement, tous les ans, en fait, on produit beaucoup d'équipements qui vont permettre de produire ensuite de l'électricité à partir de solaire, d'éolien, d'hydraulique, etc. Ben, en fait, quand on regarde le delta annuel de cette capacité de production, on s'aperçoit par exemple que l'an dernier, 60% de ce delta a été consommé par les plateformes du numérique. Ben, ça veut dire qu'il ne reste plus que 40% pour tous les autres secteurs. Bon, ce qui veut dire que si on reste sur une tendance où on a cette augmentation de consommation, eh bien on rend plus difficile en fait la décarbonation d'autres secteurs. Et le deuxième point, je finis par là, c'est le fait que pour produire des équipements, donc on a besoin de métaux, mais une partie de ces métaux sont les mêmes que ceux dont on a besoin pour produire les équipements qui vont permettre ensuite de produire de l'électricité décarbonée. Et donc, on crée une deuxième tension, en fait, cette fois-ci, qui est sur la disponibilité d'un certain nombre de métaux. Par exemple, aujourd'hui, on prévoit que dès 2025-2027, on aura probablement un début de pénurie sur le cuivre, le cobalt et le lithium. Et donc, toute surconsommation de métal dans un secteur, par exemple le numérique, bah, va rendre plus compliqué la montée en charge de la production d'électricité décarbonée. Donc c'est un effet du deuxième ordre, mais qui est extrêmement pernicieux et qui est extrêmement dangereux et qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle d'empreinte environnementale. Très bien, merci. Alors là, on a surtout parlé des équipements, des réseaux. Si on se concentre sur les usages, est-ce que on peut d'une part espérer que les technologies numériques permettent de réduire l'impact d'autres secteurs? Et puis, qu'est-ce qu'il en est du rebond, de l'effet rebond, c'est-à-dire on a des nouvelles technologies qui sont plus économes, mais en fait, comme on consomme beaucoup plus, finalement, la somme finale est négative. Michel, est-ce que... Oui, je pense que ça fait une belle transition avec le propos d'Hugues que vient faire. C'est-à-dire que l'effet rebond, il est global. C'est-à-dire que c'est vrai que le premier point, enfin nous côté opérateur, c'est vrai qu'on parle surtout de fibre. Parce que la fibre, bon, c'est déjà un gain très important en termes de qualité, de connexion, de capacité par rapport au cuivre, mais surtout un gain économique, y compris en termes
je dirais, d'alimentation électrique. Et je suis d'accord avec Hugues, c'est que, en tout cas pour les opérateurs, l'enjeu de l'approvisionnement électrique, il est devenu essentiel, comme d'ailleurs beaucoup d'industries. C'est vrai que la crise en Ukraine a montré en fait le coût réel de l'énergie. Et c'est vrai que le fait maintenant d'accélérer le développement de la fibre et d'arrêter le cuivre est un vrai enjeu environnemental, mais surtout un vrai enjeu et énergétique. C'est vrai que même, par exemple, aussi, la 5G a été beaucoup décriée, mais une antenne 5G, l'important c'est à débit et à quantité de données constantes, est bien plus efficace en matière énergétique. On a un facteur à peu près de 1 à 10 au giga. Et donc, il y a un intérêt d'abord économique côté opérateur, c'est que d'arriver à rerouter du trafic vers cette antenne 5G, parce que, je dirais, à volume de données constante, ça aboutira à un gain énergétique assez important. Quand on dit ça, je dirais, l'image paraît belle. Le vrai sujet derrière, c'est que si on a un effet rebond qui vient annuler, voire finalement dépasse en fait les gains attendus, on aura raté quelque chose. Et c'est en tout cas le point le plus important qui est lié d'une part, parce qu'il y a l'effet rebond, je dirais de premier ordre, en disant bah oui, si je consomme la même chose, j'ai un gain énergétique très important, par exemple sur 5G, mais si les gens consomment 10 fois plus, finalement, j'annule tout. L'effet de second ordre, comme l'a souligné Luc, c'est qu'après derrière, ça pousse finalement à une surconsommation, à la fois par exemple vers les plateformes, vers la partie équipement. Donc on a un vrai enjeu globalement d'arriver à avoir une vision globale en fait, à la fois des réseaux, mais aussi je dirais des usages. C'est pour ça que je dirais que l'indicateur qui a été mis en place dans le cadre de la loi AGEC, comme Sophia a pu le dire, et il est très important parce que ça permet aux abonnés. Alors c'est vrai que c'est pas très parlant quand vous dites à un abonné, voilà, vous avez consommé 20 gigas de données, donc ça fait X grammes de CO2. Il sait pas bien ce que ça veut dire. C'est là aussi, je pense qu'on a un effort pédagogique collectif à faire. C'est pour que les gens comprennent mieux quel est finalement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie réelle. Par contre, le fait que de dire, bah oui, effectivement, tout giga de données, tout méga de données a un impact environnemental, c'est très important. Parce que d'une part, ça doit aussi amener une réflexion sur, on ne veut pas dire il y a un bon usage, un mauvais usage, parce que ça, c'est toujours des débats qui dépassent le cas du numérique, qui est un débat de société. Mais il y a un vrai enjeu, c'est de s'assurer en tout cas que le client et que les usagers comprennent que tout usage a un impact. Alors c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup, nous, sur l'avantage, par exemple, le télétravail, on l'a vu un peu forcé avec le Covid, ça a des effets bénéfiques parce que ça fait moins de transport. Après, il faut s'assurer derrière, c'est que ça aboutisse pas à un effet rebond, c'est que finalement, la personne chez soi, elle a une pause, elle va faire du streaming et donc on a une surconsommation. Mais on a un vrai débat à avoir sur cette notion d'usage doit devenir un vrai débat de société, parce que sinon, on a le vrai risque que ça va être d'effacer, en tout cas, les gains d'effectivité permis par les nouvelles technologies. Ça, c'est pour nous un débat qui est essentiel, tout simplement parce que voilà, on est, nous, opérateurs de réseau, et on le rappelait avec les chiffres, c'est quand même un impact qui est le plus petit, finalement, dans la grande chaîne du numérique. Pour autant, le réseau, il permet, d'une part, d'acheter des terminaux, et il permet aux usages de se développer. Donc, finalement, nous, côté opérateur, on ne veut pas dire, voilà, nous, on a fait notre travail. Pour nous, le débat, il doit être global. Et on doit se dire, oui, sur les usages, il faut aussi qu'on ait conscience que derrière, chaque usage a un impact, que aussi les plateformes doivent aussi faire un effort sûrement sur l'optimisation de leur flux, qu'on ne peut pas simplement, je dirais, rerouter du flux vidéo. Enfin, on a un vrai sujet. Et ce sujet, il doit être global, il doit être en tout cas une vraie ambition collective pour maîtriser cette empreinte environnementale et s'assurer que le gain de la fibre ou des nouvelles technologies soit réel et ne soit pas annulé en fait par cette augmentation des usages. Et vous arrivez à en parler avec les plateformes ? Quand on en parle après, non, le dialogue n'est pas évident, parce que même qu'on leur dit finalement, nous on a mis une proposition sur la table qui est de dire, on a un sujet parce que la plateforme, c'est vrai qu'elle a un impact environnemental, mais qui d'abord, en premier lieu, un impact financier chez nous. Quand on doit dimensionner en fait notamment les réseaux mobiles, parce qu'il y a effectivement une croissance importante du trafic d'accès à ces plateformes-là, on leur dit, oui, mais ce trafic-là, qui doit payer effectivement pour ce surcroît d'investissement ? Et par ailleurs, il y a un double avantage, c'est-à-dire que quand vous payez pour quelque chose, à un moment, vous vous dites, peut-être que je peux optimiser ça et peut-être envoyer moins de trafic.
Et donc, qui dit moins de trafic, dit effectivement une empreinte environnementale qui est amoindrie. Donc, pour nous, c'est un système qui est, je dirais, assez vertueux. C'est que quand vous n'avez pas d'inducteur, je dirais, financier sur l'impact environnemental que vous générez, derrière, finalement, quelle est votre incitation à optimiser? Nous, sur les nouvelles technologies, je peux vous dire que quand vous voyez la facture électrique d'une antenne 5G qui ne trafique pas, et on en parlera tout à l'heure, je dis, ça ne sert à rien que je la déploie. L'antenne 5G, elle est utile quand elle va m'apporter un gain énergétique, parce que c'est un gain financier. Et on le voit, les sociétés dans notre économie publique aussi s'engagent sur l'environnement, parce qu'il y a maintenant, et je pense que il y a un enjeu d'abord qui est financier. Enfin, l'environnement a un coût. Il a un coût pour la planète, mais il a un coût aussi pour les entreprises. D'accord. Hugues, sur la vision par rapport aux usages. Oui, moi, je vais poursuivre. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Michel. Je poursuis là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que en fait, l'impact environnemental du numérique, il est totalement systémique. C'est-à-dire que bien qu'il y ait des terminaux, des réseaux et des data centers, en fait, chaque composante a des interactions avec les autres, et particulièrement, en fait, tout gain d'efficacité énergétique à un endroit de la chaîne déclenche des effets rebonds, pas seulement sur le composant qui a fait ses progrès, mais également sur les autres parties de la chaîne qui n'ont pas forcément fait le même type de progrès, à l'instant T en tout cas. Ce qui veut dire, par exemple, je sais pas moi, vous prenez un téléviseur qui, au lieu de savoir diffuser des images en HD, c'est les présenter en 4K. Du coup, il facilite la mise à disposition de programmes 4K, et du coup, vous multipliez par 3 la bande passante que vous utilisez sur le réseau, sans que le fait que vous changiez de téléviseur soit associé à un gain d'efficacité énergétique dans le réseau. Inversement, par exemple, le gain d'efficacité énergétique de la 5G peut aussi provoquer des effets rebonds, puisqu'il facilite la transmission de flux plus importants vers des terminaux qui, eux, n'auront pas forcément évolué au même rythme. Puis vous pouvez prendre le même exemple dans les data centers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour poursuivre aussi sur ce que avait commencé à dire Michel, c'est qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, il y a des acteurs du système numérique qui sont dans une situation où ils ont réussi à transformer en externalité, en fait, des coûts à la fois financiers et environnementaux qu'ils n'assument pas. Je pense donc aux grandes plateformes numériques qui sont effectivement responsables pour une grande partie des besoins d'augmentation de capacité dans les réseaux. Donc ça, c'est assez clair. Mais qui, quand ils mesurent en fait leur empreinte environnementale, oublient de prendre ça en compte. Et donc, ils réalisent effectivement, eux, dans le data center, des gains d'efficacité énergétique énormes. Mais ils engendrent ces gains d'efficacité énergétique, leur permettent, par exemple, de recourir de plus en plus à la vidéo sur leur plateforme, d'introduire des services comme le cloud gaming, etc., etc. Bref. Et tout ceci participe au fait qu'ils vont très fortement contribuer à la croissance du trafic. En fait, si vous prenez les 6 plateformes principales, elles représentent 75% de la croissance du trafic Internet. Ils vont être dans une situation donc, où ils vont déclencher un effet rebond sur les autres composantes du système. Ce qui fait que quand vous regardez attentivement en fait, les stratégies qu'ont présentées Google, Amazon, Microsoft, etc., ils vous expliquent tous qu'ils vont être net zéro et carbone neutral en 2030. Alors effectivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont savoir, parce que compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, s'approvisionner à 100% en électricité à peu près décarbonée à cette échéance.
Et donc, ils vont réduire comme ça de moitié leur empreinte carbone. Mais quand vous faites les calculs, vous apercevez que quand vous regardez l'impact systémique de cette stratégie, à ISO tendance en termes de croissance du trafic, ben ça aboutira en fait à une augmentation de 50% de l'empreinte environnementale du numérique dont ils sont responsables. Voilà, donc il faut absolument, quand on regarde l'évolution de l'empreinte, il faut absolument avoir une approche systémique et se défier des approches silotées qui oublient totalement ce type d'interaction. En fait. D'accord. Aurélien. Ouais, moi, je voudrais compléter en revenant sur la définition de l'effet rebond. Parce qu'on en a beaucoup parlé. L'effet rebond, c'est un effet socio-économique qui nous explique que dès qu'on améliore l'efficacité d'un produit ou un service, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le rend plus accessible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est plus accessible, il est plus attractif. Eh ben, globalement, on le consomme davantage. Et c'est ça qui annule le tout ou partie, et parfois davantage même que le gain initialement prévu. Et en fait, je pense que la 5G est un bon exemple, parce que tu as dit tout à l'heure que la 5G est conçue pour gagner un facteur 10 sur chaque octet transporté, et c'est super, mais qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est par octet transporté ou est-ce que c'est l'impact en valeur absolue? C'est l'impact en valeur absolue, bien sûr, qui nous intéresse. Or, la 5G, elle est faite précisément pour transporter beaucoup plus d'octets. 5 fois, 10 fois, 100 fois plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va les utiliser, ces octets. Donc, ce qui se passe à chaque fois, c'est que si on ne réfléchit pas à nos usages, et en fait, si on ne se met pas dans une baisse volontaire de nos usages, eh ben, nos usages augmentent et ça efface complètement les gains d'efficacité. Donc la clé, c'est la sobriété. Il n'y a que en faisant preuve de sobriété et en s'auto-limitant dans nos usages qu'on peut obtenir un gain réel d'impact environnemental à la fin. Au global, d'ailleurs, si on regarde, depuis que le numérique est là, on ne cesse d'empiler les gains d'efficacité, technologie par technologie, ça n'arrête pas. Et pourtant, l'impact environnemental du numérique ne cesse d'augmenter. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Et même si on regarde les activités humaines au global, parce qu'effectivement, le numérique, il est complètement systémique. Depuis que le numérique est là et qu'il apporte plein de choses très positives, tu demandais est-ce qu'il permet des gains dans d'autres secteurs? Bah, peut-être, mais déjà il n'y a rien qui le prouve malheureusement aujourd'hui. Et surtout, on constate que depuis qu'il est là, bah, les impacts environnementaux humains ne cessent d'augmenter aussi par ailleurs. Donc si le but était de les faire baisser, malheureusement ça ne fonctionne pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors un point sur les politiques d'aménagement du territoire. Est-ce que, et si on regarde même plus largement que ça, les politiques publiques, est-ce qu'elles ont un effet sur les impacts du numérique, effet positif ou négatif? Il y a peut-être un peu des deux. Quelle est votre vision là-dessus? Je ne sais pas si Hugues, tu veux dire un mot dessus? Oui, alors on reparle de ce sujet. Je salue le sénateur Chaise qui vient d'arriver. Juste à point. Je vais répondre, mais ponctuellement à la question. Je pense que oui, il y a au moins trois choses auxquelles on peut penser. La première, c'est que le déploiement des infrastructures numériques participe à l'aménagement du territoire. Donc tous les choix que l'on fait en la matière, forcément, vont avoir un impact. Et par nature, ce sont des choix publics. Je ne sais pas si Michel aura l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est clair que les cahiers des charges que l'on peut définir, par exemple pour la couverture des réseaux ou la définition de tel ou tel service universel, a forcément des impacts sur l'empreinte matérielle des infrastructures numériques, donc sur l'empreinte environnementale. C'est factuel. Le deuxième point, c'est que, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de modèles d'affaires qui existent dans le secteur du numérique, qui s'appuient sur des pratiques
qui, consubstantiellement, sont difficiles à concilier avec la réduction de l'empreinte environnementale. Ce qui, dit autrement, veut dire on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle s'atténue, à ce qu'elle disparaisse, s'il n'y a pas de mesures réglementaires qui soient prises. Et donc, d'ailleurs, c'est un des sujets qui a été abordé dans la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en 2021. On n'est peut-être pas au bout de la route d'ailleurs, mais il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises précisément du fait de ce constat. Et dans ce qui resterait à faire, par exemple, il y a le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de plateformes utilisent ce qu'on appelle l'autoplay. C'est-à-dire que vous arrivez sur un site et puis, sans que vous ayez rien demandé, vous avez une vidéo qui se déroule. En fait, mécaniquement, ce type de pratique augmente évidemment le trafic, alors que probablement 2/3 des utilisateurs pourraient se passer de cette vidéo, ou s'ils en avaient besoin, pourraient simplement demander à la visionner. Donc, si les acteurs du secteur ne font pas progresser ces pratiques, on peut très bien penser à une réglementation qui proscrive l'autoplay. Et puis le troisième point, c'est inversement aussi de pouvoir encourager des pratiques qui, elles, vont dans le bon sens, parce qu'il n'y a pas non plus que des choses négatives. Et il est urgent, par exemple, de développer beaucoup plus qu'elle ne l'est l'industrie du reconditionnement. Aujourd'hui, il y a du reconditionné, mais ça couvre une faible partie en fait des besoins du marché. Or, on sait que le levier le plus important, sans doute à court terme, c'est d'accroître la durée de vie des équipements. Un moyen d'accroître la durée de vie des équipements, c'est de les réparer lorsqu'ils sont défectueux. C'est la palisse qui parle. Sauf qu'il faut savoir faire ça sur des millions d'appareils tous les ans et non pas sur quelques dizaines de milliers. D'accord ? Et donc là, une stratégie d'aide publique vis-à-vis d'acteurs du reconditionnement peut certainement accélérer le déploiement de ces études de pratique. Donc on voit bien que, oui, sur beaucoup de maillons de la chaîne, les politiques publiques vont avoir un impact. Merci. Michel ? Oui, je pense que là, on touche un vrai enjeu à la fois dans les enjeux d'aménagement du territoire et puis globalement je dirais des politiques publiques. Et c'est vrai que nous, on de plus en plus, un côté opérateur, on pousse un peu pour la conception un peu environnementale à la racine, à la base en fait, des politiques publiques, y compris en matière d'aménagement du territoire. C'est vrai qu'on a eu un débat intéressant cet hiver, et quand même assez vital sur la sobriété énergétique et notamment dans le cadre des stress tests qui ont été un peu faits avec tout le monde sur le délestage potentiel des réseaux électriques. Parce qu'à un moment, on a été un peu semé par le gouvernement l'automne dernier en disant tout le monde doit baisser de 10% sa consommation électrique, sinon on ne passera pas l'hiver. Et donc nous, on est venu vers les opérateurs de réseau en disant vous aussi, vous devez baisser de 10%. Donc on a fait effectivement, alors, et sachant que les réseaux, quand ils se déploient, c'est de nature anthropique. Alors même si on déploie des nouvelles technologies pour justement amoindrir en fait cette empreinte énergétique, reste que quand vous avez effectivement plusieurs réseaux en même temps, le gain il n'est pas immédiat. Donc on a dit voilà, on va regarder dans toutes nos obligations, avec effectivement, je dirais le point central, c'est on conserve l'ambition du service en fait vis-à-vis du citoyen, de la citoyenne, où qu'il soit sur le territoire. Et quand vous faites effectivement, y compris en reprenant, on a repris en fait un des éléments des études ARCEP sur par exemple des scénarios de déploiement de la 5G, on a dit par exemple si on fait effectivement, je dirais, cette différenciation en disant un déploiement par exemple qui est inscrit dans les obligations des opérateurs ou un déploiement qui serait optimisé du point de vue environnemental, on y arrive à des choses différentes. Et donc là, en fait, on a exposé au gouvernement, vous voulez effectivement qu'on baisse notre empreinte énergétique, voici plusieurs scénarios, en conservant la même ambition de service en fait vis-à-vis des citoyens, mais en optimisant du point de vue environnemental les scénarios de déploiement des réseaux. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, on ne peut plus raisonner en disant je veux de la 5G partout, mais par contre, je veux le même service d'accès à plusieurs dizaines de mégabits, voire plus. Après, la technologie, elle va être déployée en fonction effectivement de son coût global. Et c'est vrai que cette notion même, effectivement, on l'a eu
avec la loi, ces fameuses lois Rennes, hein, dont je salue l'auteur, et surtout, je dirais, l'instigateur ici, qui a permis de commencer à mettre des choses à la fois en matière d'aménagement du territoire. On a beaucoup parlé de mutualisation, parce que c'est vrai, comme maintenant on déploie des réseaux mobiles en zone rurale, on le fait en mutualisant en fait, les réseaux. Ça permet effectivement un gain économique, mais un gain environnemental aussi. On n'a pas encore été au bout de l'exercice, parce que c'est vrai que derrière, il faut qu'on arrive un peu à aussi, dans nos, je dirais, scénarios de déploiement des réseaux, avoir quand même l'enjeu environnemental en tête. Et plus globalement, des politiques publiques. On a eu un débat là aussi assez vif hein, sur faut-il taxer ou pas les terminaux reconditionnés pour rémunérer les auteurs voilà, du secteur audiovisuel, de la musique et du livre. On le voit, c'est pas encore évident d'arriver à se dire bah, finalement l'angle environnemental il est très important et il doit aussi être une priorité pour beaucoup de choses. Donc je pense qu'on a déjà fait des choses, mais clairement en tout cas nous notre enjeu c'est qu'on puisse aussi sereinement avoir les enjeux environnementaux en tête de liste lorsque les politiques publiques sont conçues, en prenant en compte aussi la réalité industrielle telle qu'elle est, je dirais, telle qu'elle est à l'heure actuelle. D'accord, merci. Sophia, tu as une vision là-dessus? Pour compléter un petit mot sur cette approche, alors peut-être un petit peu hors scope, mais quoique sur le Edge Data Center, on serait peut-être concerné. Tout à l'heure, je parlais de l'obligation réglementaire, donc la loi AGEC, l'article 13, obligation d'afficher l'impact carbone de la consommation de données pour les abonnés. En réalité, sur le périmètre data center, nous, on se rend compte de plus en plus que lorsqu'on implante un data center, on regarde évidemment la connectivité, on regarde l'accès à l'électricité, l'approvisionnement, on regarde si le site est sécure et on est de plus en plus contraint à regarder l'impact sur la biodiversité, la gestion de l'eau sur le site, l'artificialisation des sols. Donc on peut parler rapidement de la loi ZAN, je ne la connais pas très précisément, mais je sais que c'est des enjeux qui sont de plus en plus mis en avant dans le cadre de l'implantation d'un data center. Et donc toutes ces politiques publiques et appliquées au niveau local poussent justement les data centers ou d'autres scopes à réfléchir très en amont d'un projet de construction, de conception, à la prise en compte des enjeux environnementaux, pas que sur l'indicateur carbone, pas que sur la consommation en eau, mais vraiment dans sa globalité. Ouais. Ok, merci. Alors, une dernière question, après on donnera la place aux questions des participants. Est-ce que, là, vous êtes des acteurs assez impliqués dans cette évaluation des impacts du numérique? Il y a un cercle, les gens qui ont travaillé sur les différentes études, mais est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, ces différentes études ont permis de sensibiliser d'une part les acteurs du numérique, d'autre part les consommateurs, et est-ce que l'on voit un peu de la même manière que sur les voyages en avion, on parle depuis maintenant quelques années du fly shame, est-ce que vous avez le sentiment que ça émerge dans le domaine du numérique? Peut-être d'abord du point de vue des opérateurs. Alors, je dirais que oui, c'est-à-dire qu'on a quand même parcouru du chemin en quelques années, un chemin important. Maintenant, quand vous parlez d'environnement, et c'est vrai que si on regarde les différentes crises, à la fois climatiques, énergétiques, on a moins démontré en fait l'importance de la question. C'est vrai que nous, par exemple, hein, j'ai parlé d'un point, les opérateurs sont engagés dès 2010 hein, sur une charte environnementale et publient depuis effectivement bientôt 13 ans leurs chiffres sur le recyclage des terminaux. On est les seuls à le faire. À tel point qu'à un moment, dans un rapport sénatorial, il était parlé d'un objectif du secteur, mais qui était uniquement nos propres chiffres publiés. Alors qu'on est effectivement, par exemple, en termes de terminaux mobiles, on met à peu près 40% seulement des terminaux, on distribue seulement 40% des terminaux sur le marché français. Donc on vient quand même pour nous, je dirais, d'assez loin. Et c'est vrai qu'on aimerait aussi que finalement l'ensemble des acteurs puissent à la fois publier, Sophie l'a rappelé, que certes les réseaux c'est 6%, alors même si effectivement on a un vrai enjeu je dirais, dépendance des différentes chaînes du numérique. On est les seuls à publier sur, je dirais, l'espace client de nos abonnés, l'impact carbone de leur consommation. On est les seuls à publier des chiffres sur le recyclage de nos terminaux. On est les seuls à publier des chiffres sur l'évolution de nos travaux sur le reconditionnement. Donc déjà, en termes de prise de conscience, il y a quand même, je pense aussi, des acteurs que chacun déjà, par la transparence, par ses actions, publie beaucoup de chiffres. Nous, on attend que des plateformes qui vendent des terminaux publient aussi leurs chiffres en matière de recyclage. Le deuxième point vis-à-vis du consommateur, c'est que là, il y a un vrai travail à faire.
Quand on parle de recyclage, on est vraiment à la recherche de bonnes idées pour convaincre en fait les gens de ramener leurs terminaux. On le rappelle, hein, dans les boutiques des opérateurs, vous pouvez ramener votre terminaux pour qu'ils se fassent recycler. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le recyclage et la réutilisation soit du terminal, soit des matériaux. C'est pas magique, hein. Mais comme on le dit, c'est pas parce que vous ramenez un terminal dans une boutique effectivement tout va être réutilisé, mais c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, en tout cas, c'est d'arriver à ce que c'est cette conscience individuelle, hein, avec effectivement des bons messages. Par exemple, nous, côté Box, qui a un vrai impact environnemental, il faut le savoir, autant les réseaux fixes, si on regarde l'impact environnemental, il est beaucoup plus important via les box que via le réseau lui-même. Donc nous, on a un vrai travail pour vraiment recycler, reconditionner nos box, ça c'est très important, et surtout de les doter des outils et de faire de la pédagogie, alors de la bonne pédagogie, parce qu'il ne faut pas simplement dire éteignez la box la nuit. Parce que si votre box, elle fait un système de détection d'alarme, un système de détection de santé, ce n'est pas forcément la bonne solution. Par contre, l'idée, c'est de vous dire, vous avez différents types de mise en veille. Si effectivement, vous n'en servez pas la nuit, vous pouvez l'éteindre. Mais l'arrivée d'avoir une pédagogie quand même, de montrer que maintenant, il y a beaucoup d'outils qui permettent des veilles normales, des veilles profondes, et que éteindre une box quand vous partez en vacances et que vous avez, voilà, c'est parce que vous n'avez pas de système d'alarme ou un système d'alarme différent, c'est sûrement un très bon, ça aura un très bon impact sur l'environnement. Donc là aussi, on pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont fait. Les consommateurs maintenant, on a quand même l'impression que le sujet aussi est devenu, je dirais, plus prégnant dans leur esprit. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour les informer. C'est vrai qu'on sait toujours le paradoxe, c'est que une ampoule basse consommation, c'est pas parce qu'elle consomme moins qu'il faut les laisser allumer. Il faut vraiment, en tout cas, travailler sur ces gestes du quotidien. Il y a des choses qui relèvent, et c'est bien entendu de la responsabilité des acteurs économiques, mais il y a un moment, voilà, il faut aussi que le consommateur comprenne qu'il a énormément de services et de moyens maintenant pour maîtriser son empreinte environnementale. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On sera très heureux de le faire avec tout le monde, bien entendu. Publiez vos chiffres, soyez transparents, et on arrivera en tout cas à progresser ensemble. Ouais, pour compléter, moi je peux témoigner de ce que je vois parmi les participants de la fresque du numérique, en fait, parce que l'atelier il permet de comprendre les impacts environnementaux du numérique, et on constate qu'il intéresse beaucoup de monde en ce moment, donc tant mieux. Ça veut dire que le sujet il intéresse effectivement et que les gens veulent comprendre. Après, je peux expliquer ce qui se passe dans deux secteurs, les entreprises et puis le grand public. Pour les entreprises, moi je distingue deux types d'entreprises qui s'emparent de l'atelier. Il y a des entreprises qui vont faire des gains sans changer de modèle et qui vont faire des gains de premier niveau, donc des gains assez faibles, mais quand même intéressants, c'est toujours bon à prendre. Donc ça veut dire peut-être effectivement économiser l'électricité, ça veut dire peut-être mieux gérer la flotte de terminaux, limiter son renouvellement, etc. Ça, c'est le premier niveau pour moi, et en fait, ça révolutionne pas le niveau des impacts environnementaux. C'est-à-dire que ça va les baisser un petit peu, mais pas suffisamment en réalité. Et le deuxième niveau, il y a des entreprises qui s'emparent vraiment du sujet en allant beaucoup plus vers l'éco-conception en fait, et en essayant de limiter la place du numérique dans leur activité. Donc ils repensent leur business model, leur modèle d'activité, pour que le numérique soit présent au juste nécessaire uniquement, et uniquement là, et en enlevant tout le reste, et en n'imposant pas le numérique à leurs clients, à leurs utilisateurs, etc. Et là, oui, là, ça permet des gains énormes, et on commence à devenir compatible avec les limites planétaires. Je parlais tout à l'heure de l'effet rebond et des gains d'efficacité qui sont mangés. Les gains d'efficacité sont souhaitables. Simplement, il ne faut pas les investir dans plus de consommation. Il faut les investir dans une baisse réelle des impacts environnementaux. C'est ça qu'on veut au final. Ça, c'est côté entreprise. Et côté utilisateur, vraiment, les gens sont très intéressés. Il y a des gens qui mettent beaucoup de pratiques en œuvre dans leur vie. Après, je constate que beaucoup de personnes ressentent une sorte de schizophrénie, en fait, et se disent, ça fait écho à l'aspect systémique du numérique, se disent, oui, je comprends, ça ne va pas, ça, et je voudrais faire autrement, mais je ne sais pas faire, parce que dans notre monde actuel, tous les services, tout m'oblige. À l'école, bam, on impose des tablettes, des ordinateurs. Tous les services publics doivent être accédés de plus en plus par service numérique, par smartphone. Et voilà, les gens se sentent
prisonniers pour beaucoup de ça. Ils constatent que c'est embêtant, que ça crée des problèmes environnementaux, mais aussi de santé, donc il y a des problèmes sanitaires. Et pourtant, il est difficile de s'en extraire tout seul. C'est même impossible. C'est très difficile, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet global et c'est un sujet de société qui dépasse la France même, qui est un truc mondial, je dirais. Merci. Hugues, un mot là-dessus? Oui, juste très rapidement. Moi, mon sentiment, c'est que il y a quand même une prise de conscience en France qu'il y a un sujet et il faut s'en occuper. Bon. Après, il y a des solutions, comme on dit, de premier niveau, de deuxième niveau, etc. Mais cette prise de conscience, elle existe chez pas mal d'utilisateurs et elle existe chez une partie des fournisseurs, notamment français, un peu moins étrangers. Je pense quand même que si on veut passer de la prise de conscience à l'action efficace étant à l'aune des engagements Fit for 55 pris en Europe, il faut absolument faire l'effort d'avoir une trajectoire commune à tous les acteurs. Ce que je veux dire, c'est on va réviser cette année la stratégie nationale bas carbone, la SNBC 3. Il me semble vraiment indispensable qu'au sein de cette stratégie nationale bas carbone, on ait une trajectoire pour le numérique. Aujourd'hui, on est sur une tendance, d'après l'étude ADEME-ARCEP, de plus 45% d'augmentation de l'empreinte carbone entre 2020 et 2030. Il faut impérativement définir quel doit être l'objectif auquel on se raccroche. Il est très certainement très substantiel par rapport à cette augmentation de plus 45%. Il faut qu'il apparaisse comme étant, qu'il devienne une donnée, si vous voulez, à la fois pour les acteurs et pour les utilisateurs. Et à partir du moment où cet objectif sera connu et la trajectoire identifiée, eh bien, ça permettra à tous les acteurs d'adapter leur stratégie à la fois d'entreprise, mais aussi leur stratégie individuelle en termes d'évolution des modes de vie. Merci. Je me tourne. Qu'est-ce qui prend les questions, Slido? On prend les questions, peut-être. Sinon, c'est une rupture. Ok, donc on a 4... Pardon. Il faut aller au milieu. Donc on a eu 4 questions de nos participants dans la salle ou à distance. Donc la première question, c'est: n'est-ce pas étonnant d'avoir choisi un indicateur en CO2 par gigaoctet pour signifier l'impact du numérique au grand public alors qu'il n'y a pas de lien direct? Qui se lance? Intéressant. Il n'y a pas de lien direct, oui et non. Il y a une partie, comme on l'expliquait tout à l'heure, le réseau est une partie de l'impact environnemental du consommateur lorsqu'il utilise son téléphone. Donc effectivement, il aurait mieux fallu peut-être allouer l'impact de son smartphone, associé à cet impact, l'impact lié au réseau, et puis associer à cet impact, l'impact lié au data center, pour pouvoir un résultat global, mais c'est ce que disait Hugues il y a quelques secondes. Cela nécessiterait que tous les acteurs puissent se coordonner pour se communiquer les informations et puis communiquer d'une seule voix sur un impact global. Je trouve que l'impact sur la consommation de données est assez intéressant. C'est tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise Internet sur son smartphone, donc quasiment tout le monde pourrait être sensibilisé sur une partie de l'impact du numérique, en tout cas lié à son niveau. Ouais, pour compléter, je pense que l'intérêt, c'est surtout un intérêt d'impact psychologique, en fait. C'est de faire réaliser à tout le monde que, quelque part, nos usages numériques ont un impact carbone. Après, on peut discuter si c'est 1 ou si c'est 2, mais c'est pas 0. Ouais. Voilà. Et déjà, une fois qu'on a réalisé ça, on a fait une partie du chemin. Prise de conscience. Autre question, face aux 15% de l'électricité consommée, pouvez-vous proposer des chiffres sur ce que cela a permis d'éviter, externalités positives? Alors, moi, je veux bien prendre la question. C'est des questions à $1 million, au moins.
sans doute beaucoup plus d'ailleurs. Alors, essayons de rester factuels. Bon. Aujourd'hui, ça vaut ce que ça vaut, mais ce qu'on peut contester, ça fait quand même un moment qu'on numérise tout un tas de choses. Bon, pour l'instant, les émissions annuelles de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Bon. Il n'y a pas eu de miracle, en tout cas, il n'y a pas eu de miracle. Deuxièmement, on peut effectivement identifier un certain nombre de ce qu'on appelle des cas d'usage, où l'apport de la mise en place d'une couche numérique dans un process ou dans un produit va permettre au process ou au produit de réduire son impact environnemental. Alors, quand on regarde attentivement ces cas d'usage, et il se trouve que c'est ce qui se fait en ce moment au sein de quelque chose qui s'appelle la European Green Digital Coalition, qui est une alliance européenne, et qui a justement pour objet d'essayer d'identifier à la fois des cas d'usage et une méthodologie permettant de certifier les cas d'usage tels que je viens de les définir. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un domaine d'applicabilité de l'apport environnemental. Je m'explique. Je prends un exemple. Vous prenez les ampoules dites intelligentes. Bien. Vous mettez les ampoules intelligentes sur un plateau de bureau avec une centrale qui règle tout l'éclairage, etc., en fonction des entrées et sorties. Et effectivement, vous pouvez avoir une réduction nette de la consommation d'électricité, même en prenant en compte la consommation de la couche numérique, de l'ordre de 20 à 30%. Par contre, vous faites ça, la même chose, dans un studio. Ben là, vous n'avez pas du tout un impact environnemental positif, parce qu'en fait, le surcoût environnemental, si vous voulez, de la couche numérique, dû au fait, par exemple, que le senseur qui va permettre de savoir s'il y a une personne dans la pièce ou pas est là, lui fonctionne 24 heures sur 24. Rajouté à l'énergie qu'il a fallu dépenser pour produire l'équipement numérique, tout ceci fait que il va vous falloir plus de 10 ans en fait pour amortir le surcoût initial. Or, votre ampoule ne va pas durer 10 ans. Donc, c'est une ineptie. Voilà. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est très compliqué de répondre de façon générale à cette question. Il n'y a pas de bonne réponse générale. La bonne réponse, c'est qu'il faut arriver à définir une approche méthodologique sérieuse qui permette de trier le bon grain de livret, d'identifier les conditions d'applicabilité et d'avoir également un processus quelque part, entre guillemets, de certification qui fait que quand quelqu'un dit « j'ai une solution numérique verte », eh bien, ce soit effectivement certifié comme étant vert et pas que ce soit quelque chose qui cache la réalité. Ouais, je voudrais compléter, si tu veux bien, pour rappeler que pour moi, c'est une forme de piège, en fait, de raisonner en delta, en pourcentage de gain. On a tendance à faire ça et souvent c'est pertinent, mais sur les impacts environnementaux, ce qui compte, c'est la valeur absolue finale. Point. Il n'y a que ça qui compte. Sur le climat, par exemple, sur le carbone, notre cible pour l'humanité, c'est de l'ordre de 15 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Point. Et on se débrouille comme on veut, numérique ou pas numérique, il faut que le total tienne là-dedans. Et c'est la même chose pour les autres limites planétaires. Donc, faut faire attention au raisonnement qui consiste à dire, grâce à tel truc, j'ai gagné 10%. Bon, c'est bien, ok, mais la question c'est, est-ce que le niveau total est le bon, oui ou non? Ok, alors une question, enfin c'est juste une confirmation hein, pour un de nos auditeurs pour relever toute ambiguïté. Quand on parle de terminaux, c'est tout équipement terminal ou uniquement les terminaux mobiles? Oui, c'est tout. Ok, voilà. Et connecté. Voilà. Et puis pour terminer, donc un avis contraire d'un de nos participants. Qui nous dit non, il n'y a pas de lien entre l'augmentation du trafic sur les plateformes et les upgrades réseau opérateurs. Relisez Rudolf Vanderberg. Alors, personnellement, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez.
vous pouvez répéter la section? Alors la question, il n'y a pas de lien entre l'augmentation du trafic sur les plateformes et les upgrades réseau des opérateurs? Si, forcément, il y en a, hein, parce que l'essentiel du trafic qu'il y a sur les réseaux, enfin Michel va compléter, il vient de ces plateformes. Donc. Oui, effectivement, enfin Non, mais après, on peut effectivement avoir un débat d'économistes, mais quand vous envoyez plus de trafic, et effectivement plus de trafic vers le réseau mobile, on rappelle le réseau mobile, c'est pas au contraire, à la limite la fibre, on peut avoir un débat. Parce que quand vous mettez une fibre, après, vous avez quand même une capacité bien plus grande. Mais le réseau mobile, lui, il a une capacité finie, je dirais, de trafic. Donc, si vous envoyez plus de trafic, de fait, vous devez monter en capacité votre réseau d'accès. Après, on peut effectivement débattre, mais de dire qu'il n'y a pas de lien, effectivement, me paraît un peu, voilà, un petit peu court. Bien, merci beaucoup. Je pense que maintenant, on va laisser la place à Monsieur le Sénateur pour son mot décalé, donc, mais que nous aurons plaisir à entendre. Merci beaucoup à tous les participants de la table ronde.